Bonsoir, tout un pays uni, réuni dans une même douleur, dans un même recueillement. C'était aujourd'hui à midi, heure de Paris, 13h, heure de Tel Aviv. Non, Toute une société réunie, je l'ai dit tout à l'heure, dans une même douleur, et c'est un moment nécessaire pour se reconstruire. Oui, tout à fait. Une minute de silence qui fait figure de prière laïque de la Ve République. François Hollande, on l'a vu à l'instant sur ces images, se trouvait, lui, à la Sorbonne pour rendre hommage aux jeunes et enseignants qui figuraient nombreux parmi les victimes des attaques de vendredi dernier de Paris. C'est donc toute une génération entière qui s'est sentie touchée, et cela dans toutes les villes de France et au sein de leur établissement universitaire. Je vous propose d'écouter la réaction de cette jeune étudiante de Toulouse. C'est bouleversant. Enfin, moi, aujourd'hui, j'ai juste 20 ans et j'ai vraiment l'impression que on frappe fort sur ma génération et ça devient d'un coup très lourd de porter ces 20 ans. Et c'était une façon de montrer qu'on continuera à être libre et à profiter de tout ce que ce pays peut nous offrir comme liberté. Émotion très forte. Le recueillement fait en quelque sorte partie du travail de deuil, un moyen exutoire pour faire face à l'effroi, à la peur, mais aussi au questionnement, à la culpabilité que peuvent parfois ressentir les rescapés de ces attaques. Par ailleurs, dans les écoles, des psychologues sont présents afin d'échanger avec les élèves. Le but, recueillir leurs paroles et surtout le plus dur, les aider à verbaliser leurs émotions. La population qui est partagée entre une vive inquiétude et l'envie de comprendre et continuer à vivre malgré tout. Merci Elsa, et pendant que vous parliez, on peut l'apercevoir sur notre écran de contrôle. Le chef de l'État François Hollande est entré à Versailles pour le congrès qui doit se réunir d'un instant à l'autre, et le président de la République doit s'exprimer devant les députés et les sénateurs réunis en congrès extraordinaire. C'est un moment d'exception dans la vie politique française, dans la vie institutionnelle. Que peut-on attendre de ce congrès, Dror ? Écoutez, déjà, le discours du président, c'est tout à fait exceptionnel qu'un chef de l'État s'exprime devant les parlementaires. Il faut pour cela que le congrès soit effectivement convoqué par le chef de l'État et réuni, donc l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale et des sénateurs réunis. Et puis le congrès va devoir prendre une série de mesures exceptionnelles, et la plus importante peut-être, c'est la prolongation de cette période d'état d'urgence pour une période de 3 mois. Là aussi, on est quasiment dans l'inédit, en tout cas dans l'histoire de la Ve République. Et de plusieurs mois donc. 3 mois, une prolongation de 3 mois qui sera très probablement, bien évidemment, adoptée par les parlementaires. Alors j'ai dit moment d'exception pour la tenue de ce congrès, moment d'exception pour cet état d'urgence qui restreint nécessairement les libertés des Français, mais je suppose que les Français vont l'accepter. Oui, les Français, on sait à quel point les Français sont attachés à leur liberté fondamentale, Paul. Là, bien évidemment, dans des circonstances aussi exceptionnelles, ils pourront accepter que certaines empreintes soient approuvées par les parlementaires. On peut tout de même imaginer que dans la vie quotidienne des Français, cela ne se ressente pas trop. Ces mesures d'exception, elles seront surtout appliquées pour des personnes qui peuvent graviter autour de ces milieux islamistes djihadistes. Et on va garder évidemment cette image en direct, cette image qui nous provient du congrès de Versailles, où la garde républicaine que vous voyez attend
le chef de l'État, avant évidemment qu'il ne prononce son discours devant tous les parlementaires réunis. Mais si Olivier Lerner est avec nous, place de la République, je me tournerai volontiers vers lui. On l'aura dans quelques instants, ou Christian Mallard dans le studio de Cognac-G. Donc, pas encore prêt, me dit-on. Eh bien, c'est parfait. Donc, tout le monde attend, j'imagine, avec beaucoup de fébrilité et beaucoup d'impatience, le discours du chef de l'État. Nicolas Sarkozy, qui est le président du parti Les Républicains, avait demandé un débat. Je ne suis pas sûr qu'il soit entendu après le discours du chef de l'État qui partira. Après son discours, séparation des pouvoirs oblige. Les présidents des groupes parlementaires, aussi bien de l'Assemblée nationale que du Sénat, interviendront, un discours sans doute de 10 minutes pour chacun d'entre eux. Et ensuite, si la suggestion de Nicolas Sarkozy n'est pas retenue, les parlementaires devront se séparer. Oui, bien évidemment, il y aura une espèce de mini-débat en quelque sorte, puisque chacun des, vous l'avez dit, Paul, des chefs des différents groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat pourra s'exprimer pendant une période de 10 minutes, bien évidemment, une fois que le président sera sorti, parce que constitutionnellement, le président, le chef de l'État, ne peut pas assister à un débat entre parlementaires, ce serait anticonstitutionnel. Alors évidemment, on va écouter le discours du chef de l'État en direct. J'ai employé les termes d'union. Le terme union sacrée a même été entendu, et c'est normal, on est dans le temps du deuil, dans le temps de la douleur, mais il est aussi légitime qu'après le discours du chef de l'État, et peut-être dans les jours qui viennent, le temps du débat surgisse. On est dans le temps de la douleur, mais on est également dans le temps des périodes électorales ou des périodes préélectorales, puisque les élections régionales se rapprochent à grands pas, c'est dans environ 3 semaines, et dans une période donc avec des enjeux politiques aussi importants, eh bien, l'union sacrée ne peut pas durer longtemps. Elle s'est déjà fissurée d'ailleurs, puisque Nicolas Sarkozy a eu des mots assez durs sur la politique du gouvernement, sur la politique du chef de l'État, tant sur le plan intérieur, en ce qui concerne l'immigration, la sécurité, que sur le plan extérieur. Il faut, a dit le chef de l'opposition, réviser la politique étrangère de la France, notamment vis-à-vis de la Syrie, peut-être en se rapprochant de la Russie et de Vladimir Poutine. Nous aurons l'occasion évidemment d'en reparler tout au long de cette édition spéciale que vous propose I24 News. Je vous propose de rejoindre Olivier Lerner qui est place de la République. Nous allons garder en fenêtre évidemment cette image qui nous provient du congrès de Versailles pour ne pas manquer le début du discours du président de la République. Il est un peu plus de 16 heures chez vous, Olivier, mais j'imagine que les Français, même si ça n'est pas une heure de grande écoute en télévision aujourd'hui, attendent beaucoup aussi de ce discours du chef de l'État. Olivier ? Une attente énorme, Paul, ici sur la place de la République. D'abord, il y a 300 journalistes qui vont bien sûr écouter, scruter, décrypter, analyser le discours du président de la République, François Hollande. Et puis je commence à voir certaines personnes qui sortent leur téléphone, leurs écouteurs, et pour se brancher sur les radios et les télés. Toutes les radios et toutes les télés d'information vont retransmettre en direct le discours du président de la République. Et vous-même, j'imagine que vous allez l'écouter. Là, on voit apparaître non pas le président de la République, mais le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone. J'imagine que suivra le président du Sénat, Gérard Larcher. Vous voyez bien d'ailleurs sur les villages cette expression très solennelle, on l'a dit, mais aussi très fermée et très grave. Là, on voit bien que ce climat-là que l'on perçoit ici même à Tel Aviv n'a rien à voir avec, par exemple, les questions d'actualité. Une fois par semaine à l'Assemblée nationale, quand la garde républicaine salue le président de l'Assemblée nationale, on voit bien que le climat est différent. On voit bien que la société civile, on l'a vu tout au long de ces journées, comme la société politique, est traumatisée par cette tragédie qui s'est abattue sur le pays vendredi soir. Je ne sais pas si le président de l'Assemblée nationale va dire un mot ou pas. Il est si rare de voir des députés et des sénateurs rassemblés dans une même enceinte. Écoutons-le. Alinéa 2 de la Constitution, la déclaration du président de la République, cette déclaration sera suivie d'un débat. Mes chers collègues, non, restez assis, restez assis. Nous sommes réunis aujourd'hui en congrès, députés et sénateurs représentants de la nation et du peuple français, pour écouter le président de la République dans un moment important de notre histoire. Vendredi 13 novembre 2015, la France a été frappée au cœur. Les images de cette nuit sanglante resteront à jamais gravées dans notre mémoire collective.
au XXIe siècle. On n'a pas le droit de mourir simplement parce qu'on a décidé de sortir, de s'amuser, de rire, de vivre, en s'attaquant sauvagement à des femmes, des hommes, à des jeunes, dans des lieux de culture, de sport et de fête. Ce que les terroristes ont voulu tuer, c'est notre art de vivre. Ce qu'ils ne supportent pas, c'est notre volonté de faire société commune, avec nos différences bien sûr, dans le cadre des valeurs de la République. En portant ces coups, les terroristes ont voulu semer la peur et la division. Tout ce qu'ils récoltent, c'est une République forte et une France unie. L'union nationale, nous la devons aux victimes et à leurs familles dont nous partageons les souffrances et la peine. Nous la devons aux forces de l'ordre, aux sauveteurs, aux personnels soignants qui ont fait preuve d'un courage et d'un dévouement extraordinaire. Nous la devons à tous ceux qui, aux quatre coins du monde, ont aussi été touchés par le terrorisme ou se sont associés à notre douleur. Réunis en congrès à Versailles, nous, représentants de la nation, affirmons au nom du peuple français que chaque larme, chaque goutte de sang versée viendront renforcer notre résistance à l'obscurantisme et notre détermination à assurer la sécurité de nos compatriotes, défendre notre pays et promouvoir nos valeurs républicaines. J'invite maintenant les membres du Congrès à accueillir le Président de la République. Voilà, on va apparaître le chef de l'État qui, d'une façon tout aussi solennelle, d'une façon tout aussi grave, va se diriger vers l'hémicycle qui est composé de tous les parlementaires, députés et sénateurs réunis. C'est un moment extrêmement rare dans l'histoire de la Ve République. Nicolas Sarkozy l'avait fait dans un autre temps, mais pour des raisons différentes, moins graves, moins dramatique. François Hollande a employé le mot « guerre ». Le mot « guerre » sera de nouveau employé, sans aucun doute, tout au long de ce discours qui s'adresse, à travers évidemment les parlementaires, à la nation tout entière. Et ce mot « nation » prend son sens aujourd'hui. À observer une minute de silence. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République, vous avez la parole. Monsieur le Président du Congrès, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les parlementaires, la France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de guerre. Ils ont fait au moins 129 morts et de nombreux blessés. Ils constituent une agression contre notre pays, contre ses valeurs, contre sa jeunesse, contre son mode de vie. Ils sont le fait
d'une armée djihadiste, le groupe Daesh, qui nous combat parce que la France est un pays de liberté, parce que nous sommes la patrie des droits de l'homme. Dans cette période d'une exceptionnelle gravité, j'ai tenu à m'adresser devant le Parlement réuni en congrès pour marquer l'unité nationale face à une telle abomination et pour répondre avec la détermination froide qui convient à l'attaque ignoble dont notre pays a été la cible. Notre démocratie a triomphé d'adversaires bien plus redoutables en vérité que ces lâches assassins. Notre République n'est pas à la portée de méprisables tueurs. Ma volonté, c'est de mettre toute la puissance de l'État au service de la protection de nos concitoyens. Je sais pouvoir compter sur le dévouement des policiers, des gendarmes, des militaires, de vous-même, représentants de la nation. Vous connaissez le sens du devoir et, lorsque les circonstances l'exigent, l'esprit de sacrifice. Les terroristes croient que les peuples libres se laisseraient impressionner par l'horreur. Il n'en est rien. Et la République française a surmonté bien d'autres épreuves. Et elle est toujours là, bien vivante. Et ceux qui ont entendu la défier ont toujours été les perdants de l'histoire. Il en sera de même cette fois-ci encore. Le peuple français est un peuple ardent, vaillant, courageux, qui ne se résigne pas et qui se met debout chaque fois qu'un de ses enfants est à terre. Ceux qui ont voulu le meurtrir en frappant délibérément des innocents sont des lâches qui ont tiré sur une foule désarmée. Si bien que nous ne sommes pas engagés dans une guerre de civilisation, parce que ces assassins n'en représentent aucune. Nous sommes dans une guerre contre le terrorisme djihadiste qui menace le monde entier, et pas seulement la France. Dans cette guerre, qui a commencé il y a déjà plusieurs années, nous avons bien conscience les uns et les autres qu'il y faudra du temps et que la patience est aussi exigeante que la durée et la dureté avec laquelle nous devons combattre. L'ennemi use des moyens les plus vils pour essayer de tuer, mais il n'est pas insaisissable. Je serai même plus précis encore, il n'est pas hors d'atteinte. Et donc, dans cette période si difficile, si lourde, où nos concitoyens ont ressenti l'effroi, ils doivent garder leur sang-froid. Et j'appelle une nouvelle fois tous nos compatriotes à faire preuve de ces vertus qui font l'honneur de notre pays, la persévérance, l'unité, la lucidité, la dignité. Et aujourd'hui, notre pays est en deuil. Nous pensons à ces innocents qui sont morts fauchés par les armes de tueurs dans les rues de Paris et de la banlieue. Nous pensons à leurs familles qui connaissent la peine la plus inconsolable. Nous pensons à ces centaines de jeunes gens, jeunes filles, jeunes garçons qui ont été touchés, blessés, traumatisés par cette terrible attaque. Certains, au moment où je parle devant vous, luttent encore pour leur vie. Je salue l'action des services de secours et de soins qui se sont mobilisés depuis vendredi. Notre système de santé s'était préparé à une telle situation d'urgence. Et une fois encore, il a fait face pour accomplir parfaitement la mission. Je veux également rendre hommage aux forces de l'ordre, pleinement engagées pour assurer la sécurité des Français, comme une fois encore, on a témoigné le courage de ces policiers qui
au moment de donner l'assaut pour libérer les otages du Bataclan, qui étaient condamnés à une mort certaine sans leur intervention, ont une fois encore montré de la détermination et du dépassement d'eux-mêmes. Vendredi, c'est la France tout entière qui était la cible des terroristes. La France qui aime la vie, la culture, le sport, la fête. La France sans distinction de couleur, d'origine, de parcours, de religion. La France que les assassins voulaient tuer, c'était la jeunesse, dans toute sa diversité. Et la plupart des morts n'avaient pas 30 ans. Ils s'appelaient Mathias, Quentin, Nick, Noémie, Jamila, Hélène, Élodie, Valentin, et j'en oublie tellement d'autres. Quel était leur seul crime? C'était d'être vivants. Ce qui a été visé par les terroristes, c'était la France ouverte au monde. Plusieurs dizaines d'amis étrangers font partie des victimes, représentant 19 nationalités. Depuis vendredi soir, je reçois des messages de solidarité de chefs d'État, de gouvernement de toute la planète. Partout, les 3 couleurs du drapeau français ont habillé les sites les plus célèbres, rappelant ainsi que la France est toujours une lumière pour l'humanité. Et quand elle est atteinte, c'est le monde qui se retrouve un temps dans la pénombre. Les actes de guerre de vendredi ont été décidés, planifiés en Syrie. Ils ont été organisés en Belgique, perpétrés sur notre sol avec des complicités françaises. Ces attentats poursuivent un objectif bien précis: semer la peur pour nous diviser ici et nous faire pression pour nous empêcher là-bas, au Moyen-Orient, de lutter contre le terrorisme. Nous faisons face à une organisation Daesh disposant d'une assise territoriale, de ressources financières et de capacités militaires. Depuis le début de l'année, cette organisation a notamment frappé à Paris, au Danemark, en Tunisie, en Égypte, au Liban, au Koweït, en Arabie saoudite, en Turquie, en Libye. Et elle massacre chaque jour et opprime des populations. C'est la raison pour laquelle la nécessité de détruire Daesh constitue un sujet qui concerne toute la communauté internationale. J'ai donc demandé au Conseil de sécurité de se réunir dans les meilleurs délais pour adopter une résolution marquant cette volonté commune de lutter contre le terrorisme. D'ici là, la France intensifiera ses opérations en Syrie. Hier soir, j'ai donné l'ordre à 10 chasseurs bombardiers français de larguer leurs bombes sur le fief de Daesh à Raqqa. Ils ont détruit un centre de commandement et un camp d'entraînement. J'adresse toutes mes félicitations aux pilotes français qui ont réussi cette mission. Je remercie également nos alliés américains qui ont utilement prêté leur concours à cette opération. Et je l'annonce ici devant le Congrès. Nous poursuivrons ces frappes au cours des semaines à venir. Le porte-avions Charles de Gaulle atterrira jeudi pour se rendre en Méditerranée orientale, ce qui triplera nos capacités d'action. Et il n'y aura dans cette action aucun répit et aucune trêve. Les commanditaires des attentats de Paris doivent savoir que leurs crimes, loin de faire vaciller la résolution de la France, renforcent encore notre détermination à les détruire. Le terrorisme, nous le combattons partout, là où des États sont menacés pour leur survie même. C'est ce qui a justifié la décision que j'avais prise d'intervenir au Mali et encore en ce moment même la présence de nos militaires au Sahel, là où Boko Haram massacre, enlève, viole, tue. Le terrorisme, nous le combattons en Irak,
pour permettre aux autorités de ce pays de restaurer leur souveraineté sur l'ensemble du territoire. Et en Syrie, nous cherchons résolument, inlassablement, une solution politique dans laquelle Bachar el-Assad ne peut constituer l'issue. Mais notre ennemi en Syrie, c'est Daesh. Il ne s'agit donc pas de contenir, mais de détruire cette organisation, à la fois pour sauver des populations, celles de Syrie, celles d'Irak, mais je pourrais ajouter celles du Liban, de Jordanie, de Turquie, tous les pays voisins. C'est aussi de nous protéger pour éviter que viennent sur notre territoire, comme ce fut le cas vendredi, des combattants étrangers pour mener des actes terroristes. Mais il faut faire davantage. La Syrie est devenue la plus grande fabrique de terroristes que le monde ait connue. Et la communauté internationale, et j'en ai fait plusieurs fois, le constat est divisée et incohérente. La France a demandé, dès le début du conflit, qu'il puisse y avoir cette unité si nécessaire pour agir. Aujourd'hui, il faut plus de frappes, nous en faisons. Plus de soutien à tous ceux qui se battent contre Daesh. Nous l'apportons, nous la France. Mais il faut un rassemblement de tous ceux qui peuvent réellement lutter contre cette armée terroriste dans le cadre d'une grande et unique coalition. C'est à quoi nous travaillons. C'est dans cet esprit que je rencontrerai dans les prochains jours le président Obama et le président Poutine pour unir nos forces et atteindre un résultat qui, pour l'instant, est encore renvoyé à trop longtemps. La France parle à tous, à l'Iran, à la Turquie, aux pays du Golfe. Et les attentats de Paris se sont produits au moment même où se tenait à Vienne, avec ces pays-là, une réunion pour chercher une solution politique en Syrie. Alors, chacun est désormais face à ses responsabilités. Les pays voisins, les puissances, mais aussi l'Europe. J'ai demandé au ministre de la Défense de saisir dès demain ses homologues européens au titre de l'article 42.7 du traité de l'Union, qui prévoit que lorsqu'un État est agressé, tous les États membres doivent lui apporter solidarité face à cette agression. Car l'ennemi n'est pas un ennemi de la France, c'est un ennemi de l'Europe. Et l'Europe, elle ne peut pas vivre dans l'idée que les crises qui l'entourent n'ont pas d'effet sur elle. Et d'ailleurs, la question des réfugiés est directement liée à la guerre en Syrie et en Irak. Les habitants de ces pays-là, notamment ceux des territoires contrôlés par Daesh, sont martyrisés et fuient. Ils sont les victimes de ce même système terroriste. Voilà pourquoi il est vital que l'Europe accueille dans la dignité ceux qui relèvent du droit d'asile, mais renvoie dans leur pays ceux qui n'en relèvent pas, ceux qui exigent, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui, une protection effective des frontières extérieures. La France y travaille. Elle a été la première à mettre en garde. Et la France, avec l'Allemagne aujourd'hui, fait en sorte que les pays qui sont confrontés à l'afflux des réfugiés puissent être aidés. Et les premiers à devoir l'être sont les pays de la région. Turquie, Jordanie, Liban. Et si l'Europe ne contrôle pas ses frontières extérieures, alors, et nous le voyons aujourd'hui sous nos yeux, c'est le retour aux frontières nationales, quand ce ne sont pas les murs, les barbelés qui sont annoncés. Ce sera alors la déconstruction de l'Union européenne. Il est également impératif que les demandes que la France a exprimées depuis longtemps,
trouve en Europe une traduction rapide. Je pense à la lutte contre le trafic d'armes, à la mise en place des contrôles coordonnés et systématiques aux frontières et à l'approbation avant la fin de l'année 2015 de ce qu'on appelle le PNR européen, c'est tout simplement pour assurer la traçabilité du retour des djihadistes et les interpeller. Voilà les exigences que portera la France, une nouvelle fois, par le ministre de l'Intérieur, à la réunion qui se tiendra à notre demande dès vendredi. Face aux actes de guerre qui ont été commis sur notre sol et qui viennent après les attentats du 7, 8 et 9 janvier et tant d'autres crimes commis ces dernières années au nom de cette même idéologie djihadiste, nous devons être impitoyables. Nous le savons, et c'est cruel que de le dire. Ce sont des Français qui ont tué vendredi d'autres Français. Il y a, vivant sur notre sol, des individus qui, de la délinquance, passent à la radicalisation, puis à la criminalité terroriste. Parfois, ils sont allés combattre en Syrie ou en Irak. Parfois, ils forment des réseaux qui s'entraînent en fonction des circonstances ou qui s'entraident pour mener à un moment que leurs commanditaires ont choisi des actes terroristes. Nous en avons déjoué plusieurs ces derniers mois. Et nous savons maintenant, que dis-je, depuis, hélas, plusieurs mois, ce qu'est cet engrenage, ce qu'est cette organisation, ce qu'est cette préparation. Nous devons donc nous défendre dans l'urgence et dans la durée. Il y va de la protection de nos concitoyens et de notre capacité à vivre ensemble. Dans la nuit de vendredi, lorsque les fusillades ont fait connaître leur terrible bilan, j'ai réuni le Conseil des ministres. J'ai ordonné le rétablissement immédiat des contrôles aux frontières et j'ai proclamé l'état d'urgence sur proposition du Premier ministre. Il est désormais effectif sur tout le territoire et j'ai élargi la possibilité de procéder à des perquisitions administratives dans tous les départements métropolitains. Il y a eu cette nuit plus de 104 assignations à résidence et 168 perquisitions. Et il y en aura d'autres. Cependant, avec les actes de guerre du 13 novembre, l'ennemi a franchi une nouvelle étape. La démocratie a la capacité de réagir. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen affirme dans son article 2 que la sûreté et la résistance à l'oppression sont des droits fondamentaux. Alors, nous devons les exercer. Conformément à ces principes, nous allons donner les moyens de garantir, encore une fois, la sécurité de nos concitoyens. J'ai décidé que le Parlement serait saisi dès mercredi d'un projet de loi prolongeant l'état d'urgence pour 3 mois et adaptant son contenu à l'évolution des technologies et des menaces. En effet, la loi qui régit l'état d'urgence, la loi du 3 avril 1955, ne pouvait pas être conforme à l'état des technologies et des menaces que nous rencontrons aujourd'hui. Mais elle comporte 2 mesures exceptionnelles: l'assignation à résidence et les perquisitions administratives. Ces 2 mesures offrent des moyens utiles pour prévenir la commission de nouveaux actes terroristes. Je veux donc leur donner immédiatement toute leur portée et les consolider. Le Premier ministre proposera donc au Parlement d'adopter un régime juridique complet pour chacune de ces dispositions. Et mesdames, messieurs les parlementaires, je vous invite à les voter d'ici la fin de la semaine. Mais nous devons aller au-delà de l'urgence. Et j'ai beaucoup réfléchi à cette question. J'estime en conscience
que nous devons faire évoluer notre Constitution pour permettre au pouvoir public d'agir conformément à l'état de droit contre le terrorisme de guerre. Aujourd'hui, notre texte comporte 2 régimes particuliers qui ne sont pas adaptés à la situation que nous rencontrons. Premier régime, c'est le recours à l'article 16 de la Constitution. Il implique que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics soit interrompu. Le président de la République prend alors les mesures exigées par les circonstances en dérogeant à la répartition des compétences constitutionnelles. Et puis, il y a l'article 36 de la Constitution qui porte sur l'état de siège, qui n'est pas non plus approprié. L'état de siège, il est décrété en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection à main armée. Dans ce cas, différentes compétences sont transférées de l'autorité civile à l'autorité militaire. Chacun voit ici qu'aucun de ces 2 régimes n'est adapté à la situation que nous rencontrons. Le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, et nous le prouvons aujourd'hui, n'est pas interrompu, et il n'est pas concevable de transférer à l'autorité militaire des pouvoirs. Et pourtant, nous sommes en guerre. Mais cette guerre, d'un autre type, face à un adversaire nouveau, appelle un régime constitutionnel permettant de gérer l'état de crise. C'est ce qu'avait proposé en 2007 le comité présidé par Édouard Balladur, qui réfléchissait sur l'évolution de notre Constitution. Il suggérait de modifier l'article 36 de notre texte fondamental pour y faire figurer l'état de siège ainsi que l'état d'urgence. Et sa proposition renvoyait à une loi organique le soin de préciser les conditions d'utilisation de ces régimes. Je considère que cette orientation doit être reprise. Il s'agit de pouvoir disposer d'un outil approprié pour fonder la prise de mesures exceptionnelles pour une certaine durée, sans recourir à l'état d'urgence et sans compromettre l'exercice des libertés publiques. Cette révision de la Constitution doit s'accompagner d'autres mesures. Il en va de la déchéance de nationalité. La déchéance de nationalité ne doit pas avoir pour résultat de rendre quelqu'un apatride. Mais nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste, même s'il est né français. Je dis bien même s'il est né français, dès lors qu'il bénéficie d'une autre nationalité. De même, nous devons pouvoir interdire à un binational de revenir sur notre territoire s'il présente un risque terroriste, sauf à ce qu'ils se soumettent, comme le font d'ailleurs nos amis britanniques, à un dispositif de contrôle draconien. Nous devons pouvoir expulser plus rapidement les étrangers qui représentent une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public et la sécurité de la nation. Mais nous devons le faire dans le respect de nos engagements internationaux. Je sais que d'autres propositions ont été formulées pour accroître la surveillance de certains individus, fichés notamment. Le gouvernement, dans un esprit d'unité nationale, va saisir pour avis le Conseil d'État pour vérifier la conformité de ces propositions à nos règles fondamentales et à nos engagements internationaux. Cet avis sera rendu public et j'en tirerai toutes les conséquences. Réfléchissons bien à cette décision. Notre Constitution est notre pacte collectif. Elle unit tous les citoyens. Elle est la règle commune. Elle porte des principes. Elle est précédée d'un préambule qui montre que la France est un pays de droit. La Constitution, c'est la charte commune, c'est le contrat qui unit tous les citoyens d'un même pays. Dès lors que la Constitution est le pacte collectif indispensable pour vivre ensemble, il est légitime que la Constitution
comporte les réponses pour lutter contre ceux qui voudraient y porter atteinte. De la même manière que sont voués à la dissolution les associations ou les groupements de fait qui provoquent la haine ou incitent à la commission d'actes terroristes. Mesdames, Messieurs les parlementaires, je vous demande de réfléchir à la décision que j'ai prise et je demande au Premier ministre de préparer cette révision avec vous afin qu'elle puisse être adoptée dans les meilleurs délais. Car nous avons prolongé, ou vous allez prolonger, l'état d'urgence au-delà des 12 jours, pour 3 mois. Mais après l'état d'urgence, nous devons être pleinement dans un état de droit pour lutter contre le terrorisme. Et puisque la menace va durablement peser et que la lutte contre Daesh va nous mobiliser encore longtemps sur le front extérieur comme sur le terrain intérieur, j'ai également décidé de renforcer substantiellement les moyens dont dispose la justice et les forces de sécurité. D'abord, les services d'enquête et les magistrats antiterroristes doivent pouvoir recourir, dans le cadre de la procédure judiciaire, à tout l'éventail des techniques de renseignement qu'offrent les nouvelles technologies et dont l'utilisation est autorisée dans un cadre administratif par la nouvelle loi sur le renseignement. La procédure pénale doit également prendre en compte de la manière la plus étroite possible la spécificité de la menace terroriste. Ensuite, les magistrats doivent avoir plus largement accès aux moyens d'enquête les plus sophistiqués pour lutter notamment contre les trafics d'armes, car ce sont avec les armes du banditisme que les actes terroristes sont commis. Les peines seront significativement alourdies. Enfin, face à la violence du terrorisme, la question de la légitime défense des policiers, des conditions dans lesquelles ils peuvent faire usage de leurs armes, devra être traitée, toujours dans le cadre de l'état de droit. Ces différents sujets constitueront la matière d'un important chantier législatif que je demande au Premier ministre de conduire et d'engager sans délai avec les ministres concernés, garde des Sceaux, ministre de l'Intérieur, de manière à ce que nous puissions, sans perdre aucune minute dans l'action engagée. Ces dispositifs compléteront toutes les mesures qui ont été adoptées depuis 2012. 2 lois antiterroristes, une loi sur le renseignement, un renforcement considérable des moyens. Mais j'ai également conscience qu'il nous faut augmenter encore les moyens. Parce que si nous sommes en guerre, nous ne pouvons pas l'être avec ce que nous avions il y a quelques années, dans des lois de programmation militaire ou dans d'autres textes imaginés pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Alors, 5 000 emplois supplémentaires de policiers et de gendarmes seront créés d'ici 2 ans, afin de porter le total des créations d'emplois de sécurité à 10 000 sur le quinquennat. Cet effort, qui est considérable et qu'assume le gouvernement dans le contexte budgétaire que chacun connaît, permettra simplement de restaurer le potentiel des forces de sécurité intérieure au niveau qu'elles connaissaient en 2007. Ces créations de postes bénéficieront aux services de lutte contre le terrorisme, à la police aux frontières et plus généralement à la sécurisation générale du pays. Elles s'accompagneront des moyens d'équipement et d'investissement nécessaires à l'accomplissement des missions. De même, le ministère de la Justice disposera de 2 500 postes supplémentaires pour l'administration pénitentiaire, pour les services judiciaires. Et je n'oublie pas l'administration des douanes, qui devra être renforcée de 1 000 postes aussi pour que nous puissions assurer le contrôle aux frontières dès lors qu'il sera utilisé. Quant à nos armées, qui sont de plus en plus sollicitées par les opérations extérieures que nous allons poursuivre, par
la sécurité de nos compatriotes qui est demandée. J'ai donc, là encore, décidé qu'il n'y aurait aucune diminution d'effectifs dans la défense jusqu'en 2019. Et cette réorganisation de nos armées se fera au bénéfice des unités opérationnelles, de la cyberdéfense et du renseignement. Le gouvernement me présentera donc sans attendre une planification nouvelle de l'évolution des effectifs de défense jusqu'en 2019. Je souhaite également que l'on tire mieux parti des possibilités des réserves de la défense, encore insuffisamment exploitées dans notre pays, alors que nous avons justement ce gisement. Les réservistes sont un élément fort du lien entre l'armée et la nation. Ils constituent les éléments qui peuvent demain former une garde nationale encadrée et disponible. Toutes ces décisions budgétaires seront prises dans le cadre de la loi de finances qui est en ce moment même en discussion pour 2016. Elles se traduiront nécessairement, et je l'assume devant vous, elles se traduiront par un surcroît de dépenses. Mais dans ces circonstances, je considère que le pacte de sécurité l'emporte sur le pacte de stabilité. Mesdames, Messieurs les parlementaires, le visage des morts, celui des blessés, celui des familles, ne quitte pas mon esprit. Ce souvenir nourrit une résolution sans faille qui, je le sais, est également la vôtre. Dans ma détermination à combattre le terrorisme, je veux que la France puisse rester elle-même. Les barbares qui l'attaquent voudraient la défigurer. Ils ne parviendront pas à la faire changer de visage. Jamais ils ne doivent réussir à abîmer l'âme française. Jamais ils nous empêcheront de vivre comme nous en avons décidé, de vivre pleinement, de vivre librement. Et nous devons en faire la démonstration avec sang-froid. Et je pense à la jeunesse, je pense à celle qui se sent blessée à travers toutes ces victimes et qui s'interroge sur sa capacité à pouvoir vivre dans un état de droit. Nous devons continuer à travailler, continuer à sortir, continuer à vivre, continuer à influencer le monde. Et c'est pourquoi le grand événement international de la conférence sur le climat sera non seulement maintenu, mais sera un moment d'espérance et de solidarité. D'espérance parce qu'il s'agit tout simplement de l'avenir de la planète, et de solidarité parce qu'il y aura sans doute plus de 100 chefs d'État et de gouvernement qui viendront là pour négocier un accord durable, un accord contraignant, un accord différencié pour que nous puissions vivre et que nos enfants, petits-enfants puissent continuer à avoir la planète qu'ils auront reçue en héritage. Mais ils viendront aussi dire à la France, pays de liberté, combien le monde entier est solidaire, combien le monde entier doit également se mobiliser pour lutter contre le terrorisme. De la même manière, les rythmes de notre démocratie ne sont pas soumis au chantage des terroristes. Les élections régionales se dérouleront aux dates prévues et la vie politique elle-même doit retrouver ses droits. C'est notre devoir. Monsieur le Président du Congrès, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames, Messieurs les parlementaires, vous qui représentez la nation tout entière, vous la représentez dans toutes ses sensibilités, dans toute sa diversité, mais aussi dans son unité. Vous êtes les représentants d'un peuple libre qui est invincible quand il est uni et rassemblé. C'est notre bien le plus précieux. Et nous devons éviter surenchère et dérive. C'est aussi notre devoir de républicain. C'est en renonçant au combat que la République devait mener qu'elle a pu s'éloigner d'elle-même dans certaines circonstances.
nous devons veiller qu'il n'en soit pas aujourd'hui le cadre. La République, nous voulons l'investir de toute la force nécessaire qu'appelle ce contexte nouveau de guerre, oui, pour lui permettre d'éradiquer, dans le respect de nos valeurs, le terrorisme, et sans rien perdre de ce que garantit l'État de droit. Nous éradiquerons le terrorisme, parce que les Français veulent continuer à vivre ensemble, sans rien craindre de leurs semblables. Nous éradiquerons le terrorisme, parce que nous sommes attachés à la liberté et au rayonnement de la France dans le monde. Nous éradiquerons le terrorisme pour que la circulation des personnes, le brassage des cultures demeure possible et que la civilisation humaine s'en trouve enrichie. Nous éradiquerons le terrorisme pour que la France continue à montrer le chemin. Le terrorisme ne détruira pas la République, car c'est la République qui le détruira. Vive la République et vive la France. Il n'y avait pas de... Ah. Mes chers collègues, la séance est suspendue pour quelques instants afin que je puisse raccompagner le président de la République. Moment d'une rare intensité au sein de ce congrès de Versailles. Il n'y avait pas de plan rapproché sur tous les groupes, mais je devine, à entendre les applaudissements, que tous les groupes parlementaires, droite et gauche confondus, ont applaudi le chef de l'État qui s'est exprimé pendant plus de 35 minutes. Il a commencé à 16h14, heure de Paris, 17h14, heure de Tel Aviv, et il vient de terminer donc plus de 35 minutes de discours d'un chef de l'État qui n'a laissé place à aucun débat possible, aucune contradiction possible, aucune polémique possible. On le voit bien dans ces applaudissements et surtout cette Marseillaise chantée par tous les parlementaires, qu'on est dans un de ces moments extrêmement rares de la Ve République qu'on peut qualifier d'union sacrée. La Marseillaise avait été entonnée par les députés de l'Assemblée nationale suite aux attentats de janvier dernier, il me semble. Et là aussi, on avait dit à l'époque que c'était exceptionnel que les parlementaires à l'unisson chantent l'hymne national. Alors, nous allons revenir évidemment sur les aspects politiques, institutionnels, surtout constitutionnels, diplomatiques avec Christian Mallard à Paris, mais un mot sur cette dimension humaine de ce discours que François Hollande n'a pas voulu occulter, en citant d'ailleurs les prénoms des victimes et en s'adressant à leurs familles. Ce visage des morts ne m'a jamais quitté, a-t-il dit. Olivier Lerner, je suppose que des Français qui ont écouté ce discours ont été sans aucun doute émus par le ton grave, solennel, confiant bien sûr, mais si mesuré, si maîtrisé de François Hollande.
Oui, Paul, vous avez raison. Il a parlé avec son cœur, François Hollande, avec beaucoup de force, beaucoup d'énergie, même s'il semble fatigué et très marqué par les attentats qui ont touché différents points dans Paris. Alors, ici, et vu d'ici, bien sûr, on attendait des mots forts. Les actes, on verra plus tard. Les mots, j'en ai noté quelques-uns. D'abord, sur la France qui est en guerre. Je veux dire, cette phrase, elle est simple et elle résume, voilà, à elle toute seule, la situation que ressentent profondément les Français. Le chef de l'État a évoqué la puissance de l'État. Il a donné aussi quelques adjectifs intéressants pour nous, ici en France. Peuple français ardent, vaillant et courageux. Le chef de l'État, semble-t-il, cherche des alliés. Sa rencontre avec Obama, Poutine, la réunion du Conseil de sécurité, ce sont des choses très concrètes qui parlent aux Français. Le chef de l'État a fait comprendre que la situation était urgente et également, il a insisté sur la durée. Donc cela veut dire qu'ici, en France, on doit s'attendre effectivement à un état d'urgence qui va se prolonger. Les Français vont certainement ressentir que ça bouge, ça change, qu'enfin peut-être les services de sécurité vont avoir les moyens, les préfets également, toutes les forces de sécurité vont avoir les moyens d'investiguer, d'assigner à résidence. L'ambiance, bien sûr, au quotidien va sans doute changer. Pour les Parisiens d'abord, pour les Français ensuite, on n'est pas prêt de retrouver une situation tout à fait normale. Voilà pour les mots. Ici, on attend maintenant les actes. Merci Olivier. Nous allons développer avec vous les aspects très précis, constitutionnels du discours de François Hollande. Mais un mot sur la dimension internationale. Christian Mallard, vous êtes à Paris. Et sur, au fond, cette internationale de la riposte voulue par François Hollande, proposée par François Hollande, face à l'internationale de la terreur. Il est sûr, Paul, qu'après ce qui s'est passé à Paris, les terribles attentats terroristes, le président veut absolument internationaliser la prise de conscience que Daesh, c'est le combat du monde entier, c'est le combat de toute la communauté internationale, comme il l'a dit. Alors, il veut saisir cette opportunité pour mettre l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, devant ses responsabilités en demandant une résolution qui marquera en effet la volonté commune de lutter contre Daesh. Il a précisé en effet aussi que c'est très important maintenant qu'il va y avoir une intensification des opérations en Syrie, qu'on va laisser aucun répit à l'État islamique. Mais là où je pense qu'il y a le changement qui est le plus marquant pour moi, c'est qu'il dit la solution politique en Syrie, c'est sans Bachar, mais dans l'immédiat, notre ennemi en Syrie, c'est Daesh. Et il dit surtout, je vais rencontrer Obama et Poutine pour unir nos forces. C'est là qu'il y a un changement, parce que François Hollande a compris, comme l'a dit Poutine depuis plus longtemps, qu'il faut une grande coalition internationale, militaire, pour vraiment plus que damer le pion, pour éradiquer Daesh dans les plus brefs délais. Donc je crois que c'est ça qu'il faut retenir au niveau de ce qui est la politique étrangère. Merci Christian pour ce premier commentaire. Alors avec vous, Dror, nous allons nous attarder un instant, et vous étiez bien informé, parce que juste avant le discours de François Hollande, vous nous disiez qu'il allait proposer une prolongation de cet état d'urgence, mais en veillant à ce que les libertés ne soient pas restreintes. Et évidemment, on sait à quel point les Français sont attachés à leur liberté fondamentale. La prolongation de l'état d'urgence donc de 3 mois, mais sur le long terme, et ce qui montre bien que dans l'esprit de François Hollande, la lutte contre le terrorisme et contre le Daesh, qu'il s'agit de détruire, d'éradiquer, il l'a dit à plusieurs reprises, il me semble, le chef de l'État, eh bien cette lutte sera une lutte de longue haleine, sur le long terme, et pour cela, eh bien, il est nécessaire, nous dit le président François Hollande, de modifier la Constitution française. Là, vraiment, cette modification constitutionnelle, c'est pas tous les jours qu'un chef de l'État l'annonce, c'est dire l'ampleur des défis auxquels la France est confrontée. Donc encore une fois, ça montre qu'il a préparé les Français, en fait, François Hollande, à ce que cette lutte contre le terrorisme, contre le Daesh, s'inscrive dans la durée et nécessite même un changement du texte qui gère la République française, à savoir la Constitution. Alors il a veillé à citer Édouard Balladur, qui avait déjà proposé une révision de la Constitution sur l'un des points, c'était en 2007, pour bien montrer qu'il s'inscrivait d'une part dans une certaine continuité politique, qu'il pouvait reprendre une proposition faite par l'opposition et pour tendre en quelque sorte la main à l'opposition actuelle pour rester dans ce climat d'union sacrée.
Oui, c'est essentiel ce climat d'union sacrée pour François Hollande et pour son gouvernement. Reste à savoir si l'opposition va le suivre dans cet appel à l'union, parce qu'encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, on est en période préélectorale, dans 3 semaines les élections régionales, et bien évidemment, François Hollande a pris soin de préciser qu'elles seront maintenues, tout comme la conférence internationale sur le climat. Ces grands rendez-vous à la fois internationale et de politique française seront maintenus. On ne transige pas face à ce genre de calendrier essentiel, même en période d'urgence, même en période d'état d'urgence. Donc François Hollande a été extrêmement précis et déterminé. Il a parlé de détermination froide. Nous serons impitoyables, a-t-il dit. Eh bien, les services de police et de justice le montrent en menant une enquête acharnée pour tenter d'arrêter les terroristes ou les complices des terroristes. Myriam Aman. C'est lui, le commanditaire des attentats. Les autorités belges en sont persuadées. Abdelhamid Abaoud, un Belge originaire de Molenbeek qui s'est échappé en janvier dernier vers la Syrie. Ce serait également lui qui aurait formé au djihad les différents protagonistes des attaques. L'enquête avance donc, et avec elle son lot d'opérations policières. 150 perquisitions ont été menées dans la nuit de dimanche à lundi à travers toute la France. Il y a ces contrôles, il y a les perquisitions administratives que nous sommes en train de mener, qui ont été menées cette nuit. Plus de 150 perquisitions administratives ont été menées et ça va continuer. Donc sur nos frontières, comme sur le territoire national, nous agissons. En France, c'est lui l'ennemi numéro 1. Salah Abdeslam, un Français né en Belgique, domicilié dans la commune bruxelloise de Molenbeek-Saint-Jean. Les enquêteurs français puis belges sont remontés jusqu'à lui grâce à 2 voitures utilisées au cours des attentats, des véhicules immatriculés en Belgique et que Salah Abdeslam a lui-même loués. Les enquêteurs ont perdu sa trace vendredi soir près de Cambrai. À bord d'un véhicule immatriculé en Belgique, Salah est contrôlé par la gendarmerie française. Avec lui, 3 passagers. Les gendarmes ont relevé son identité mais l'ont laissé repartir, direction la Belgique. La traque se poursuit donc des 2 côtés de la frontière. Ce lundi, de nouvelles perquisitions sont menées en Belgique, toujours dans cette même commune de la capitale belge. Les frères d'Abdeslam sont également impliqués dans les attentats. Il y a Brahim, 31 ans, le kamikaze qui s'est fait exploser devant un bar boulevard Voltaire. Son corps a été formellement identifié. Puis il y a Mohamed, il est l'une des 7 personnes interpellées en Belgique samedi au cours de l'une des opérations menées dans la commune bruxelloise de Molenbeek-Saint-Jean. En plus de Brahim Abdeslam, 2 autres terroristes morts en perpétrant les attentats ont été formellement identifiés. Omar Mustafa est l'un des auteurs du massacre du Bataclan, un Français de 29 ans originaire d'Essonne. Il a également vécu à Chartres avec ses parents. C'est là qu'il se serait radicalisé auprès d'un islamiste belge. Il faisait l'objet d'une fiche S depuis 2010 pour s'être rendu en Turquie, puis peut-être en Syrie. Le 2e terroriste identifié, Bilal Adfi, 20 ans, l'un des kamikazes du Stade de France. Il aurait résidé en Belgique et lui aussi se serait rendu en Syrie pour combattre dans les rangs de l'État islamique. Reste à identifier 4 kamikazes et à remonter le réseau terroriste. Et je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui fait le point sur les interpellations. Pour ce qui concerne les assignations à résidence, j'ai prononcé ces dernières 48 heures 104 premières assignations à l'encontre d'individus qui font l'objet d'une attention particulière de nos services. Par ailleurs, cette nuit, sur l'ensemble du territoire national, les policiers et les gendarmes, avec l'appui de nos services de renseignement au niveau central et territorial, ont procédé à 168 perquisitions administratives au domicile d'individus suspects à différents titres. Ces perquisitions ont eu lieu dans 19 départements, en région parisienne, à Lille, dans le Nord, à Lyon, à Toulouse, à Marseille, dans toutes les grandes agglomérations de France. Aucun territoire de la République n'est négligé dans la situation d'alerte maximale dans laquelle les forces de l'ordre et de renseignement sont placées sous mon autorité. 23 individus ont été interpellés et placés en garde à vue. 31 armes, dont 19 armes de poing, 8 armes longues, 4 armes de guerre ont été saisies. À titre d'exemple, un objectif a été identifié dans le département du Rhône, soupçonné de se livrer au trafic d'armes et de stupéfiants,
et de soutenir la mouvance islamiste radicale. La perquisition a permis la découverte d'une Kalachnikov, de 3 pistolets automatiques de munitions et de gilets pare-balles. Dans la continuité et sous la direction du procureur de la République dans un cadre judiciaire, une perquisition a été menée au domicile des parents de l'objectif. Cette opération a permis la découverte de plusieurs pistolets automatiques, de munitions, de brassards de police, de vêtements militaires et d'un lance-roquettes. Et je vous propose de rejoindre en direct, évidemment, au cours de cette édition spéciale, Pierre Martinet, qui est à Paris avec nous, ancien agent du service action de la DGSE, auteur d'un livre, Opération Sabre d'Allah. Le titre est éloquent. Pierre Martinet, bonsoir et merci d'être avec nous pour quelques minutes. Bonsoir. Vous avez écouté, j'imagine, le discours du chef de l'État. Vous venez d'écouter le ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous pensez que les mesures prises sont appropriées pour tenter de débusquer ce que François Hollande appelle les barbares, qu'on pourrait appeler aussi les monstres? Alors moi, je veux juste rebondir sur ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'une très grosse, en 48 heures, on a pu faire 168 perquisitions, 23 interpellations, 31 armes saisies, 104 assignations en 48 heures seulement. Depuis le 7 janvier, il y a eu à peu près 150 morts, 149 morts sur le territoire français. La démocratie a la capacité à réagir, a dit notre président. La démocratie devrait avoir la capacité à prévenir, selon nous, les personnes qui vont travailler sur le terrain et qui travaillent sur le terrain en permanence. Et à votre avis, ça n'est pas toujours le cas? Ce n'est jamais le cas, puisqu'on est toujours dans la réaction et non pas... C'est très simple. La phrase de notre président est très significative, quand il dit que la démocratie a la capacité à réagir. On est toujours dans la réaction. Ça fait 25 ans qu'on est dans un laxisme permanent et le monstre a grossi jusqu'à ce qu'on ne le maîtrise plus et qu'il vienne nous massacrer dans nos rues de Paris. C'est inadmissible. Mais vous comprenez la particularité de cette guerre qui n'est pas une guerre comme les autres. Comment tenter de prévenir quand il s'agit d'une terreur aussi lâche, qui frappe quand on ne l'attend pas? Alors, je connais très bien cette guerre, puisque je l'ai menée aussi, moi quand j'étais au service. C'est une guerre asymétrique, c'est une guerre que nous maîtrisons parfaitement, sauf qu'il faut nommer l'ennemi. En revanche, à aucun moment on nomme l'ennemi, on parle de terrorisme, ça ne veut rien dire du tout. Pour mener une guerre asymétrique avec des moyens protéiformes, il faut mettre en face de ça des moyens énormes en renseignement, mais surtout que la politique de notre gouvernement suive. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de faire depuis 48 heures, on aurait dû le faire déjà il y a de très nombreuses années et les frapper avant qu'ils agissent. Merci beaucoup, Pierre Martinet. Merci pour cette première réaction. Nous aurons évidemment l'occasion de revenir avec vous sur les développements de cette affaire. Nous avons terminé cette édition spéciale d'une façon brève. Marie Semelin, il y a évidemment, bonsoir, la face tragique. Nous en parlons depuis vendredi soir. Et il y a aussi une autre face héroïque quand des Français sauvent des Français. Exactement. Et c'est en partie ce qu'on peut lire dans la presse aujourd'hui. C'est les visages de ces gens qui ont disparu et qui ont perdu la vie. Et certains d'entre eux ont perdu la vie en essayant d'en sauver d'autres. C'est par exemple le cas dans Aujourd'hui en France, un journal où on peut découvrir le visage de Nicolas Catina. Il a 37 ans. Il est mort au Bataclan. Il a perdu la vie en se mettant en bouclier humain pour protéger ses amis. C'est lui qui a pris les balles. Il n'a pas survécu. Il y a aussi l'histoire de ce commissaire raconté par RTL, qui fut l'un des premiers à intervenir. Il rentre dans le Bataclan 15 minutes seulement après le début de la fusillade et il tire sur l'un des assaillants. La ceinture d'explosifs explose du terroriste. Il doit alors sortir, reculer jusqu'à ce que l'assaut soit donné sur la salle de concert. Il y a aussi Isabelle dont parle le journal du dimanche. Elle habite juste à côté du Bataclan et quand elle entend les coups de feu, eh bien, elle est en train de prendre l'apéritif avec quelques amis et elle dit: c'est à cause de Charlie que nous avons su que c'était quelque chose de grave qui se passait. Ils se mettent à terre et ils sauvent quelqu'un en bas de l'immeuble qui saignait et lui ont sauvé la vie. Merci beaucoup Marie pour ce que vous venez de dire. Cette édition spéciale prend fin dans quelques secondes. Vous allez voir 2 magazines consacrés justement aux incidences de cette tragédie sur la culture, notamment le magazine présenté par Valérie Abécassis, puis le magazine économique présenté par David Neyman. Et je vous retrouve à 19h pour une autre édition spéciale où nous reviendrons longuement, évidemment, avec nos commentateurs et nos chroniqueurs et nos envoyés spéciaux sur le discours de François Hollande et ses répercussions. À tout à l'heure, 19h.